Bienvenue au Bulletin des régions. Au sommaire, cette semaine, développement immobilier écologique au profit de la collectivité de Métis-sur-Mer. Dans Charlevoix, une initiative de l'INRS pour former des ruralistes plutôt que des urbanistes. La réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie se poursuit avec un appel d'offres pour refaire les ponts des rivières Passepébiac et Saint-Godefroy. Regard sur l'industrie de la motoneige à Grande-Vallée. À Pont-Rouge, des travaux estimés à 2,8 millions pour la gestion des eaux usées. Mobilisation pour une justice climatique et sociale à Forestville. Une loterie qui fait du bien dans la Matapédia. Fait de l'air pour atteindre une cible à l'école Pierre de Lestage. Et enfin, feu et flocons à Vaudreuil-Dorion. Bonne émission. Le Bulletin des régions est réalisé chaque semaine grâce à la collaboration de 20 télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Vous verrez donc, au cours de la prochaine heure, des reportages qui vous parviendront de partout au Québec. Bonne émission. À Métis-sur-Mer, on parle de développement immobilier écologique et Philippe Dufort, le président de CMétis, répond aux questions de Marc Després. Eh bien, Monsieur Dufort, tout d'abord, peut-être pour les gens à la maison, qu'est-ce que CMétis? CMétis, c'est un OBNL, c'est un organisme à but non lucratif qui vise à faire du développement immobilier écologique, mais aussi à redonner tous les profits des développements aux collectivités. Donc, c'est une sorte d'innovation sociale avec un fort impact, disons un potentiel énorme en termes d'impact sur les collectivités. C'est notre vision. Et justement, donc cette vision-là, quand même, c'est le début d'une belle vision, mais quand même, quelque chose à long terme, là. Oui, c'est ça. Donc, pour vous donner le degré d'ambition que nous avons, on fait un projet pilote. Donc, pour nous, le petit projet pilote, c'est un quartier. C'est un quartier à Métis-sur-Mer avec une première phase estimée entre 8 et 10 millions de dollars d'investissement qui va amener justement peut-être des investissements de l'ordre de 20 à 40 millions à Métis-sur-Mer. Donc, ça, c'est notre projet pilote qui vise sur le long terme à développer des écoquartiers un peu partout dans l'Est du Québec, puis peut-être même au-delà. On va se donner le temps. Parce que c'est ça, donc c'est pas seulement des quartiers, donc c'est des éco-quartiers, donc dans le respect de la nature et le respect de la matière, etc. C'est qu'on fait un développement qui ne place pas l'auto au cœur de la conception du quartier. Donc, il y a toute une façon de penser les chemins, les bâtiments, la mobilité, pour que les gens se parlent aussi. C'est des cohabitats. Donc, le fait que les gens soient mobiles, aient des espaces comme des potagers, des serres, des cuisines communes. Donc, c'est, oui, écologique, mais c'est aussi un espace pour tisser des liens sociaux. Ce qu'on voit, c'est que pourquoi les gens peuvent rester longtemps à la maison, vieillir à la maison, c'est la qualité du réseau, la qualité des liens sociaux aux alentours. Donc, quand on dit durable, c'est oui la nature, mais c'est aussi la société, c'est aussi les liens d'amitié puis de bon voisinage qu'on est capable de créer. Et c'est ça la beauté d'être un développeur immobilier. On peut penser le quartier pour rendre ça normal, pour faciliter cette formule-là. Et aussi, le tout de façon abordable. On sait qu'on parle beaucoup de logement abordable depuis quelques temps, donc c'est possible même là, dans de petites municipalités. C'est possible, mais c'est ça, il faut travailler fort. Nous, on a réuni autour de nous beaucoup d'expertise en éco-construction, en planification financière, en ingénierie, en urbanisme. Si on veut rester abordable, il faut vraiment être, disons, il faut rester dans l'excellence au moment où on met en œuvre le projet, où on le construit. Parce que quand on perd le contrôle d'une œuvre, ça peut amener des surcoûts et là, on perd l'abordabilité. Donc, CMétis, c'est vraiment ce qu'on vise à faire, mettre les meilleures expertises au service des petites collectivités pour qu'on puisse rendre ça justement toujours accessible, démocratique, pour que tout le monde puisse profiter d'une belle architecture et de l'éco-construction. Et aussi, parmi vos partenaires, il y a la SHQ, la Société d'habitation du Québec. Quelle a été leur réaction lorsque vous êtes arrivé avec le projet? En fait, un partenaire est un gros mot, hein. Ils ont ouvert des programmes, on a positionné le projet lors d'un concours du FAC à la SHQ et on a été retenu avec notre projet d'écoquartier. Donc,
Comment qualifier la SHQ, leur ouverture? Bien, je dirais qu'ils ont osé nous faire confiance. Un OBNL qui commence, qui propose de faire les choses en éco-construction. Donc, je leur lève mon chapeau, en fait, d'avoir osé à la SHQ faire confiance à ces métis, puis dire on peut faire du logement abordable, écologique, en cohabitant. Et ce qui est intéressant aussi, bon, on parlait de 3 phases, mais finalement, ce ne sont pas des phases successives. Donc, quelqu'un peut aller sur le site Internet et aller chercher l'information et déjà se positionner. Bien, dès ce matin, en fait, on ouvre les formulaires pour que les gens réservent leur place pour le logement social, logement abordable. S'ils cherchent un appartement dans l'écoquartier, ils peuvent déjà remplir le formulaire. Des gens qui veulent aussi se construire une maison intergénérationnelle, un regroupement de maisons entre amis. Donc, disons, 5 amis qui travaillent en ligne, décident qu'ils en ont assez de Longueuil, de Laval, etc. Pourquoi ne pas travailler avec notre réseau de fibre optique ici à Métis-sur-Mer, dans la beauté de la nature? Ils peuvent déjà réserver leur place. Et à ce moment-là, c'est même, donc on dit à partir d'aujourd'hui, et si tout va bien, dans 18 mois, on pourrait voir naître cet écoquartier? Oui, bien, on espère que cet été, il y aura déjà des constructions. Puis on espère, et ça, on va voir comment ça se passe, mais d'ici 5 ans, avoir 50 ménages de plus à Métis-sur-Mer. On se donne 5 ans pour développer l'écoquartier dans sa totalité, mais en 18 mois, on espère aussi compléter complètement la phase pour le logement abordable et social. Donc ça, c'est 1 an et demi. On a terminé de bâtir 5 grandes maisons où il y a des logements multifamiliales et que ça soit un beau milieu pour ces gens-là. Et ça devient un premier exemple de PPC, donc une nouvelle appellation en quelque sorte. Là. Oui, bien, c'est quelque chose qui est connu à l'international, mais au Québec, c'est une première, c'est vrai. Et oui, on vise à ce que ça soit un exemple que d'autres municipalités reprennent. De dire, on a vu les PPP, on a vu qu'il y a eu des problèmes parfois avec le secteur privé. Peut-être qu'on doit donner la chance à l'économie sociale et solidaire d'entrer dans des secteurs où on est moins habitué. Hein, la construction, le développement immobilier. C'est pas là qu'on imagine les OBNL, les coopératives, etc. Nous, on est convaincus que c'est une voie d'avenir, puis c'est une voie qui va donner d'excellents résultats. Et donc, vous êtes un petit gars de chez nous, en quelque sorte, vous revenez dans le milieu. C'est important pour vous là, d'apporter votre contribution pour Métis-sur-Mer? Bien, c'est pas un hasard. Hein? Moi, j'ai été élevé à Métis-sur-Mer, j'ai été à la petite école de Métis-sur-Mer en étant jeune. Donc, pour moi, c'est un beau clin d'œil de dire je suis parti pendant 2 décennies. J'ai habité en Angleterre, en Colombie, au Mexique, à Ottawa, à Montréal, un peu partout. Et j'espère ramener quelque chose de ça. Donc, si je suis de retour, c'est parce que mes enfants sont bien, ma famille aime la vie ici, il y a une qualité de vie. Mais maintenant qu'on est de retour, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre collectivité? Bien, le projet pilote se passe dans mon village natal, donc je suis d'autant plus motivé que ce soit justement un bel exemple, une réussite, puis que les gens veulent l'émuler. Et aussi, il y a une consultation publique qui s'effectue. Qu'est-ce que les gens peuvent apporter à cette consultation? Donc, à partir du moment où on va sur la page cmétis.org, on choisit l'onglet de l'écoquartier Métis-sur-Mer, on peut participer selon un formulaire à la consultation publique. On peut donc voir des plans. Il y a 3 plans distincts pour l'écoquartier. Donc, on donne des choix aux gens et ils peuvent donner leur avis sur comment vont aller les maisons, où se trouve telle chose, où tel service, etc. Donc déjà, les gens peuvent prendre position. Ensuite, ils peuvent s'exprimer. Qu'est-ce qu'on veut comme norme? Est-ce qu'on veut que tous les revêtements extérieurs soient biosourcés? Ça veut dire en clin de bois, en bardeaux, etc. Donc, on écoute les gens actuellement pour qu'ils nous disent de quoi ils ont envie. Et évidemment, les gens qui souhaitent s'établir, bien, ils vont aussi avoir des opinions sur comment on s'organise. Est-ce qu'on va avoir un conseil d'administration, une assemblée générale du quartier, etc. Parce qu'à partir du moment qu'on a des cuisines communes, des jardins, des installations, des ateliers, etc., bien, ça prend une vie collective, ça prend des instances de décision. Donc, tout ça est à élaborer et c'est sur ça qu'on veut entendre les gens. Et est-ce que, dans des projets futurs, est-ce que c'est Cmétis qui cible des endroits ou ce sont des municipalités qui font des demandes à Cmétis? Ça va des 2 côtés, évidemment. On a déjà des pourparlers avec d'autres municipalités actuellement. Nous, actuellement, on regarde c'est où qu'on peut avoir le plus grand impact. Donc, on invite, c'est certain, les collectifs citoyens ou les municipalités à nous contacter, nous partager leurs projets, puis on va voir si, justement, on pourrait développer un nouveau partenariat public collectif avec eux. Et dans votre plan d'affaires à ce moment-là, est-ce qu'on a une idée de jusqu'à combien d'écoquartiers on aimerait créer?
Il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite, mais il y a une limite toujours au niveau des ressources humaines. Donc, combien d'écoquartiers on va être capable de mener en même temps? Je vous dirais que selon les projections qu'on fait, démarrer 2 écoquartiers aux 3 ans semble être un estimé conservateur. Donc, est-ce qu'on va être capable d'en faire un par année? Est-ce qu'on va être capable d'en faire un peu moins que ça? Ça sera à voir. Mais on se donne le temps aussi d'essayer de mener à bien notre projet pilote et de tester la recette. Bien, félicitations pour cette belle idée et donc longue vie à Sémétis. Merci beaucoup. Un plaisir. La région de Charlevoix accueillera le premier centre de recherche sur la ruralité et Lydia Duchesne de TVCO nous présente cette initiative de l'INRS. Bonjour, Monsieur Luc-Alain Giraldo. Vous êtes directeur général de l'Institut national de recherche scientifique, mieux connu sous le petit nom INRS. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bien, merci de l'invitation. Ça fait plaisir d'être là. Donc, on parle aujourd'hui du projet de centre de recherche sur la ruralité qui a déjà été annoncé là, et lancé au printemps 2022, si je ne me trompe pas. On parlait alors plus d'une étude de faisabilité en Charlevoix. Où on en est là, dans la démarche? Est-ce qu'on est certain que ça va se passer ici maintenant? Bon, on est certain que c'est dans Charlevoix. On est encore à l'étude pour savoir où dans Charlevoix, mais c'est certainement dans Charlevoix. Mais en ce moment, on n'est pas dans le processus d'établir le centre ou de le créer. On est dans le processus de suivre le mandat que le gouvernement nous a lancé de faire une étude d'opportunité pour un centre sur les ruralités qui serait localisé dans Charlevoix. Alors, on espère que notre document saura convaincre le gouvernement de délier les cordons de la bourse et d'aider l'INRS a créé ce 5e centre, mais ça, c'est à faire. Alors, on est en ce moment dans le processus de monter le dossier le plus convaincant possible pour l'établissement d'un centre de recherche de l'INRS sur les ruralités implantées dans Charlevoix. La consultation fait partie de ce processus-là. Il y a plusieurs consultations qui sont prévues sous différentes formes. C'est qui les entités ou les personnes que vous souhaitez rencontrer à travers ça? On veut rencontrer plusieurs intervenants du milieu des ruralités. Vous savez, le mandat, la mission particulière qui a été confiée à l'INRS à sa création il y a 50 ans, c'est de se saisir d'enjeux stratégiques pour le Québec et de se concentrer sa recherche et sa formation sur ces enjeux-là. Ça fait 50 ans qu'on fonctionne avec les mêmes enjeux. On veut s'en donner un nouvel enjeu, qui est les ruralités. Donc, un enjeu qui n'avait jamais vraiment été abordé avant, ça se peut-tu? Pas de façon aussi claire et pérenne. Il y a des chaires de recherche sur certains éléments de la ruralité ou du développement régional. Il y a des groupes de recherche qui sont formés, mais ces groupes de recherche ont un financement qui dure 5 ans, des fois il est renouvelé. Donc, il n'y a rien de vraiment pérenne. Ce que nous, on propose, c'est de se donner une structure durable, dont le mandat est justement de faire de la recherche et de la formation sur les enjeux de la ruralité. Et notre consultation en ce moment, ça peut être la Fédération des municipalités, l'Union des municipalités, l'UPA, les préfets, des gens ordinaires, des agriculteurs, des scientifiques, des chercheurs. En fait, on consulte pour savoir quels sont ces enjeux émergents dont on devrait se saisir à l'INRS pour les années à venir avec ce centre-là. Fait que ça, c'est la nature de la consultation qu'on est en train de mener pour pouvoir les inclure dans ce document de projet qu'on soumettrait au ministère de l'Enseignement supérieur. Il y a un prochain rendez-vous qui est le grand rendez-vous là, qui aura lieu le 22-23 mars au Germain-Charlevoix. Cette rencontre-là, elle vise à rencontrer justement les citoyens, un peu monsieur, madame, tout le monde qui est sur le territoire. Bien, il y a eu des invitations qui ont été lancées à plusieurs. Donc, on a près de 200 participants à cette rencontre-là de tous les milieux. Donc, on a évidemment des maires, des préfets, on a des représentants de l'Union des municipalités, de la Fédération des municipalités, de l'UPA, on a des représentants des universités, des groupes de recherche, on a des représentants du milieu autochtone, on a des représentants du milieu agricole, du milieu minier, du milieu forestier.
du milieu marin aussi. Donc, on a des représentants d'à peu près toutes les différentes facettes des gens en santé. Je pense que c'est important que le Québec se dote d'une infrastructure de recherche qui est multidisciplinaire, ça fonctionne comme ça, l'INRS, mais qui se préoccupe des enjeux qui sont particuliers aux milieux ruraux du Québec. Et les enjeux sont souvent les mêmes. Il y a des enjeux de santé mentale dans les milieux urbains. Il y en a aussi dans les milieux ruraux. Ce pas les mêmes. Il y a des problèmes d'itinérance dans les deux, mais ce pas les mêmes. Il y a des problèmes d'assainissement des eaux dans un milieu urbain. Les solutions ne sont pas applicables aux milieux ruraux. Donc, il faut penser ces enjeux-là, que ce soit l'assainissement des eaux, la gestion des déchets, que ce soit le tourisme ou que ce soit la santé durable, la santé des agriculteurs ou des mineurs, tout ça a besoin d'être pensé et développé dans un contexte rural pour les milieux ruraux. Oui, tout à fait. C'est l'objectif qui est poursuivi. On a quand même assisté à une gentrification des régions depuis la pandémie. Il y a beaucoup de gens de la ville qui viennent s'installer ici à temps plein ou à temps partiel. Pensez-vous que ça va avoir un impact sur les enjeux qui sont à étudier, justement? Je pense que oui. Je pense que ça contribue à changer la nature même des rapports sociaux entre les milieux urbains et les milieux ruraux. Mais c'est aussi en train de décloisonner puis de rendre le milieu rural, la perception du milieu rural très différente. Je pense que pendant la pandémie, les gens ont découvert qu'on pouvait vivre très, très bien dans le milieu rural. Les urbains ont découvert ça. Les gens qui vivent les ruralités sont au courant, eux autres, mais les urbains ont finalement découvert ça. Et ça peut changer, évidemment, l'Internet, le travail à distance, éventuellement les transports en commun, si on pouvait se doter d'infrastructures de transport adéquates pour le Québec. Tout ça va venir changer un peu le rapport et le visage des ruralités. Puis ce sera le travail des chercheurs d'un centre ruralité de pouvoir réfléchir à ça, penser à ça. Si jamais on veut suivre les développements par rapport à ce projet-là, est-ce qu'il y a un endroit où on peut s'informer? Bien, certainement, on a sur le site Internet de l'INRS, il y a un onglet qui informe sur le progrès dans ce projet de centre sur la ruralité. Bien, merci beaucoup, M. Giraldo. Bonne journée. Merci, au revoir. Bonne nouvelle dans le dossier de la réhabilitation du chemin de fer en Gaspésie. Un appel d'offres vient d'être lancé pour la réhabilitation des ponts sur la rivière Passepébiac et sur la rivière Saint-Godefroy. Marc Hébert de Télé-Gaspé s'entretient avec Stéphane Sainte-Croix, le député de Gaspé. La députée de Bonaventure, Mme Catherine Bloin, et le député de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix, annoncent au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guibault, la publication d'un appel d'offres en vue d'entreprendre, dès 2023, les travaux de réfection des ponts de la rivière Passepébiac et de la rivière Saint-Godefroy à Hopetown. D'autres appels d'offres suivront dans les prochaines semaines. Nous écoutons M. le député Stéphane Sainte-Croix. Alors, nous, on se parle parce que, dans le fond, il y a eu un lancement d'un appel d'offres pour réhabiliter, toujours dans le cadre de la réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie. On suit ce dossier quand même depuis déjà un petit moment. On a l'impression que des fois, il y a des hauts et des bas. L'aspect positif de ça, toi, tu dirais qu'en ce moment, l'appel d'offres qui est lancé, c'est pour quel tronçon déjà? On vise, faut comprendre qu'on vise l'objectif là toujours au niveau de 2024. Le deuxième tronçon, donc Port-Daniel de Gascon. Donc, à ce regard-là, on vise deux infrastructures là, principales au niveau des ponts. Donc, rivière Passepébiac dans un premier temps, et puis la rivière Saint-Godefroy à Hopetown. Donc, deux éléments là, majeurs au niveau de l'infrastructure, ce qui va nous permettre d'atteindre le deuxième tronçon, donc Port-Daniel-Gascon, et puis par la suite, là, continuer nos démarches pour avancer vers, au final, se rendre sur le tronçon Gaspé, bien entendu. Le tronçon justement qui nous amènerait jusqu'à Gaspé, celui-là, toi, tu le visualises comment dans l'avenir? C'est-à-dire au niveau des échéanciers?
Je vous dirais qu'il est un peu tôt pour se prononcer sur les échéanciers, considérant que ça demeure complexe et puis on est encore, là, nous, en attente de données pour préciser ces éléments-là, là, de ce qui reste à faire concrètement et pour donner l'ampleur de la chose. Ceci dit, notre objectif là, à très court terme, c'est 2024, le secteur Port-Daniel, donc finaliser le deuxième tronçon, bien entendu. Donc, l'essentiel de nos efforts est à ce niveau-là. Oui, on travaille aussi sur rendre prévisible le dernier tronçon pour la suite des choses. Et puis, on l'espère, là, dans le cours du printemps, être capable d'arriver à répondre à ces questions-là le plus précisément possible et se donner une feuille de route là, pour le dernier tronçon à réaliser. Ça s'élève à peu près où ça s'élève à combien, dans le fond, l'investissement qui est fait là pour se rendre jusqu'à Port-Daniel-Gascon? Je vous dirais qu'on va laisser le jeu des appels d'offres faire son cours. On a une idée, nous, grosso modo, de l'évaluation de ce qu'il y a à faire, mais considérant les soumissionnaires en place, on va laisser les appels d'offres suivre leur cours. On va procéder à l'ouverture de tout ça et puis on sera en mesure après ça de vous donner les chiffres les concrets. Puis là, techniquement parlant, parce que dans le fond, faire des ponts, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Surtout des ponts de chemin de fer, c'est quand même assez particulier au niveau de la technique. Il doit pas y avoir non plus énormément d'entreprises dans le secteur. Est-ce que pour ceux qui ont déjà été faits d'avance, dans le fond, il y a une certaine redondance au niveau des entreprises qui travaillent dans le milieu? C'est sûr que vous l'avez dit, c'est un domaine quand même spécialisé au niveau chemin de fer et particulièrement au niveau infrastructure de cette ampleur-là. Je vous dirais qu'il y a quand même des joueurs intéressés et intéressants là, à notre chantier. Donc, encore une fois, on va regarder le résultat de l'appel d'offres, mais on n'est pas inquiet. Honnêtement, on n'est pas inquiet à ce niveau-là sur les fournisseurs de services. Et puis, on est très heureux là, de continuer à aller de l'avant et de faire en sorte que le chemin de rail va se réhabiliter tel que convenu par notre gouvernement et tel que prévu là, à la politique de mobilité durable là, du gouvernement québécois. C'est ça, ça aurait été ma dernière question. Justement, le gouvernement provincial donc est vraiment parti pour rendre ce projet jusqu'à sa finalité, c'est ça que je comprends? Oui, il faut comprendre que ça s'inscrit dans nos priorités en termes d'infrastructures de transport, principalement aussi avec toute la politique de mobilité qui est en bonne et due forme, là, qui figure à nos orientations, tout ça dans le contexte au niveau de verdir notre économie, hein, moins de GES, moins de trafic lourd sur nos infrastructures routières, donc tout ça a une logique là, bien précise qui fait en sorte qu'on va de l'avant, on continue à investir des sommes importantes pour réhabiliter le chemin de fer en Gaspésie. Il n'y a pas de doute là-dessus. Là. Merci beaucoup Stéphane pour dans le fond, la mise à jour de ces informations. Ça me fait grand plaisir. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Caroline Blouin de la télévision de l'Estran rencontre les motoneigistes à Grande-Vallée, le royaume de la motoneige. Mathieu, Stéphanie, on est dimanche matin, mois de février. Comment ça se passe au niveau de l'achalandage des motoneigistes jusqu'à présent? Bien, jusqu'à présent, ça va très bien, très achalandé. La réponse est très, très bonne. Là, présentement, bien là, c'est sûr qu'on a eu ce matin, le dimanche matin, là, la première vague qui passe, c'est nos motoneigistes. Donc, l'hôtel était plein hier soir. Donc, tous nos motoneigistes, dans la plupart, ils ont quand même pas mal de kilomètres à faire. Donc, ils veulent déjeuner tôt, partir tôt. Puis, normalement, aux alentours de 8h30, 9h moins quart, là, ils ont quitté. Ils sont partis. Ouais, c'est ça. Ici de Montréal, c'est ça? Oui. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit, le monsieur dehors. C'est la Rive-Sud de Montréal. Rive-Sud de Montréal. Oui. Puis là, hier, par exemple, une journée comme hier, vous avez fait combien de kilomètres? 230 kilomètres. 230 kilomètres. Oui. Vous êtes parti de où hier? On est parti de... De où on est parti?
Sainte-Anne-des-Monts. Sainte-Anne-des-Monts, puis vous êtes rendu à Grande-Vallée ici hier soir. Oui. Les conditions étaient comment? Ah, c'était exceptionnel. C'est les plus beaux motoneiges qu'on a fait au Québec jusqu'à maintenant. Oui? Oui. Les paysages et tout ça, ça vous plaît? Ah, c'est vraiment beau. C'est froid, mais ça vaut la peine. Pas trop froid? Non, ça vaut la peine de se déplacer bien habillé. Vous venez l'été? Aussi l'été, faire de la moto. Oui. En moto. Oui. Puis qualité-prix, tout ça pour vos déplacements à Gaspésie. Pourquoi avoir choisi le coin ici? Ben, parce que c'est tranquille, puis il y a des belles grandes routes, la route est belle. Les gens sont sympathiques aussi, là. Ça c'est vraiment le fun, les paysages. Ouais. Les routes, qu'est-ce que ça dit ici? Ah, c'est pas mal plus beau qu'à Montréal. Tu peux le garder, ça. Pas mal plus beau qu'à Montréal? Ouais. Là, c'est sûr qu'on est au beau milieu. Là, le mois de février, on va dire, c'est le plus gros mois pour la motoneige. Les gens réservent longtemps d'avance parce qu'ils savent qu'en février, il va y avoir de la neige. Donc, ils ne se cassent pas la tête, ils prennent des réservations tôt. Fait que le mois de février, c'est notre grosse saison. Bien entendu, là, il y a la Saint-Valentin au travers de tout ça. Et généralement, les 2 semaines qui suivent la Saint-Valentin, pour finir le mois de février, on est à pleine capacité, là, toujours. Donc, c'est très intéressant. Puis ces gens-là, justement, nous, c'est notre 2e hiver. Et puis, c'est le fun. Quand on prend les réservations au téléphone, c'est des noms qu'on a déjà entendus. C'est des visages qu'on reconnaît, qu'on commence à reconnaître. Puis, comme tu dis, c'est ça. Ils nous annoncent que, on va tout de suite réserver pour l'année prochaine. Fait que ça, c'est flatteur. Vous aimez ça? Ben oui, c'est ce qu'on veut. Vous aimez mieux que ça soit plein? Ben oui, c'est certain. Tant qu'à être ici, puis à faire des heures comme on en fait présentement, tout super en faire pour le maximum de personnes possible. Hier soir, on a eu une super belle soirée encore. On était presque à pleine capacité en salle à manger samedi soir aussi, fait que c'est toujours intéressant. C'est la première fois, puis on a bien aimé, c'est ça. À part que le Montréal, que c'était plus chaotique, mais le reste, les sentiers est très beaux. Oui. Ça se peut bien qu'on revienne, qu'on récidive. Ah, oui. Pour l'année prochaine ou encore Sûrement. cette année? Peut-être l'été prochain. En moto? En char. En char, oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, Regarde, c'est sûr. Ici, j'ai des habitués. Donc, vous partez de Rivière-au-Nord? Rivière-au-Nord. Puis vous venez ici pratiquement toutes les fins de semaine en motoneige? Ouais. Là, on est en amoureux, mais normalement, on est en gang. Là. OK. On amène la gang avec nous autres. Puis vous venez déjeuner ici, coucher ici, déjeuner ici, puis vous repartez pour Rivière-au-Nord après ça. Puis la piste, c'était comment hier? C'est beau. C'est beau, faisait beau, c'est pas froid, on était bien. Bien habillé, on est correct. Croisez-vous beaucoup de gens? Trouvez-vous qu'il y a une belle achalandage? Là, comme c'est là, ça augmente tout le temps. Là. Ça augmente tout le temps? C'est le mois de février, février, mars, début c'est pas mal mars. les bons mois. C'est les gros mois. Les gros mois, mois de février. Un peu dans janvier, mais fin janvier. Mais c'est février, mars, le gros mois. Avec petite gang en arrière, là. Oui. Il y en a beaucoup. Comme vous venez souvent, les aviez-vous déjà rencontrés? Les gens de Montréal? Non, mais on en voit beaucoup de la ville, là, puis de l'extérieur. Il y a du local. C'est ce qu'on veut, parce qu'on veut que ça roule, on veut qu'il y ait des gens. Les retombées économiques là, pour la Gaspésie, là, puis c'est beaucoup. Ça serait à considérer. Oui. Petite place comme à Rivière-Nord, Gaspé, pour la ville de Gaspé, là. C'est beaucoup. Quand tu passes le motel le matin devant les hôtels, c'est plein de motoneiges. Si ça ne sera pas de nous autres, les bénévoles qui font gérer tout ça, il n'y aura rien. Là. Il n'y aurait pas grand-chose là. C'est satisfaisant de voir que les gens viennent. C'est sûr, surtout que ce serait quasiment triste que les gens ne profitent pas de cette beauté de la nature. On fait tant de bénévoles, on met tant de cœur là-dedans qu'à un moment donné, quand on voit, on passe devant les hôtels, puis on regarde tout qui est plein, puis ça vaut la peine. Puis les garages aussi, ceux qui vendent l'essence, tout ce qui est garage, l'essence, l'hôtel, un peu les dépanneurs. Tu vois, hier, on a été chercher un petit revitalisant hier soir. C'est toutes des petites affaires pour tout le monde en profite. L'essence, aller, revenir, les repas, en partant, c'est presque 100 $, là, à part les petits extras que tu vas faire dans ta journée. Puis là, on parle pas de coucher. Là. Quand tu couches, là, tu t'augmentes. Là, fait que c'est des grosses retombées économiques.
À Pont-Rouge, une somme de 2,8 millions de dollars sera investie pour revitaliser les conduites d'aqueduc et d'égouts, et Charles Laviolette de CJSR en a parlé avec le député et avec le maire de Pont-Rouge. Monsieur Caron, il y a eu vendredi dernier à Pont-Rouge une annonce d'investissement assez majeur là, pour le niveau de l'eau à Pont-Rouge. Pouvez-vous nous parler un peu là, de l'importance de cet investissement-là? Écoutez, l'importance de cet investissement, c'est de aussi démontrer aux municipalités qu'on est là pour les accompagner, parce que dans le secteur concerné, on parle de conduite d'eau ou alors on parle de réseau d'aqueduc ou réseau d'égout, un réseau qui est vieux, vétuste, qu'il fallait remplacer. On estime même qu'on trouvera possiblement encore des conduites en bois. Donc les municipalités ne peuvent pas faire face à tous ces besoins en termes d'infrastructures. Donc c'est éminemment important que le gouvernement puisse accompagner les municipalités pour à la fois se moderniser, mais aussi remettre aux normes et remettre en état toutes ces conduites qui sont là depuis un très long moment. Pourquoi qu'on leur fait ce tronçon-là? Parce qu'on veut séparer le pluvial avec les égouts pour faire en sorte que s'il y avait des gros coups de pluie, ça ne se ramasse pas tout dans les champs d'épuration. Puis en même temps, c'est que les tuyaux d'égout qui sont mixtes présentement, c'est des vieux tuyaux de Guéret. Fait qu'ils ont commencé à s'affaisser. Fait que c'est pour ça que ça commence à être urgent de pouvoir faire les travaux qui s'imposent pour ces secteurs-là. En même temps, on va en profiter pour amener aux normes d'aujourd'hui pour l'aqueduc, pour que la pression de l'eau soit parfaite, autant pour le service d'incendie. C'est pour ça qu'on le fait. Ça prend 100 litres de pression. Puis en même temps, c'est parce qu'il y a une petite perte d'eau, fait que c'est pour ça en même temps, pour juste s'assurer de bien faire nos choses et en même temps de ne pas trop avoir de perte au niveau de l'eau. Mais on parle aussi d'aqueduc et égout. Il faut juste s'assurer de bien les séparer pour que ça nous coûte moins cher aussi à nettoyer. On souhaite débuter les travaux en juin, à la fin des classes, et le terminer pour le 1er septembre. C'est notre souhait. Maintenant, ça va dépendre des appels d'offres qui vont sortir, est-ce qu'ils sont bien occupés ou pas, puis à quel prix ils vont sortir aussi. On sait le tronçon qu'on va faire, le tronçon qui part à partir de près du stationnement de BMR, aller jusqu'à la SAQ, c'est pas mal le temps que ça va prendre pour faire ces travaux-là. Ça, quand on parle pour la rue du Pont, bien entendu, c'est sûr qu'on va avoir aussi de la fabrique qui va amener l'eau à la rivière pour le pluvial, puis on a la rue Saint-Charles aussi à faire, bien entendu. Si tout va bien, ça serait peut-être une semaine là, où vraiment on n'a pas aucune circulation qui va pouvoir passer sur du pont ici en face. Par contre, par la suite, il va pouvoir avoir une voie en alternance. À Forestville, 3 regroupements régionaux ont lancé un appel à la mobilisation pour une meilleure justice sociale et climatique. Un reportage de Joannie Godreau de la Télévision du Littoral. Trois regroupements régionaux ont lancé un appel à la mobilisation le 20 février pour une justice climatique et sociale. À Forestville, le rassemblement se tenait au Centre des femmes de 10h30 à midi avec la distribution de soupes populaires. 2 autres rassemblements ont eu lieu à Bécomo et à Sept-Îles. Sous forme de tintamarre, ils s'adressaient à l'ensemble de la société civile et avaient pour but de revendiquer des mesures concrètes pour faire avancer un projet de société écologique, équitable et inclusif. Donc, toute la journée du 20 février, vous allez trouver des mobilisations un peu partout sur la Côte-Nord, aussi bien à Forestville ici qu'à Bécomo et à Sept-Îles. Ces mobilisations sont organisées par conjointement la TROC, donc la table régionale des organismes communautaires, la table des groupes populaires de la Côte-Nord, ainsi que le regroupement des femmes de la Côte-Nord, en appui à la mobilisation du MEPAC. Les bouleversements présents et à venir provoqués par le réchauffement climatique attribuable aux énergies fossiles ont des impacts sur les conditions de vie des populations et affectent plus durement les populations qui sont le moins en mesure d'y faire face, ont déclaré les 3 organisations par voie de communiqué.
Comme certains ont pu le voir pendant la période du temps des fêtes 2022-2023, sur la Côte-Nord, on a eu plusieurs coupures d'électricité dues à des changements de température rapides qui sont liés à l'urgence climatique qu'on vit actuellement. Ces coupures-là ont créé beaucoup et augmenté certaines inégalités sociales, notamment pour les femmes et les personnes plus vulnérables, donc les personnes qui vivent des situations de handicap, des personnes à mobilité réduite, ainsi que des personnes qui vivent une situation de précarité financière. Donc, c'est pourquoi le communautaire se mobilise aujourd'hui afin de réclamer à nos gouvernements une adaptation des moyens de transport, notamment pour une énergie qui soit plus durable. Les organismes communautaires à travers le Québec le constatent. Les inégalités sociales et le climat sont indissociables. Les impacts de la crise climatique sur nos vies se multiplient. Flambée des prix des aliments, familles en recherche de logement à la suite de catastrophes naturelles, canicules qui s'étirent, etc. Un projet de société fondé sur le respect des droits et l'amélioration des conditions de vie devient profondément interrelié avec les enjeux écologiques, selon Michel Savard de la Table des groupes populaires de la Côte-Nord. Sur la Côte-Nord, c'est les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables qui souffriront le plus de la hausse du coût des aliments et des dommages causés par les tempêtes et l'érosion côtière, explique le coordonnateur. De son côté, Sean Bourdage, coordonnateur à la Troc Côte-Nord, reproche au gouvernement de continuer de privilégier une approche de culpabilisation individuelle pendant que les banques et les multinationales font des profits records et que les inégalités se croisent. Alors que la population se fait annoncer un avenir sombre et la perspective d'un nécessaire virage drastique, des milliardaires catapultent des voitures dans l'espace pour leur plaisir, les dirigeants nous parlent de sobriété tout en se réunissant dans l'opulence en jet privé. Cette provocation obscène nous tient dans l'inertie, commande M. Bourdage. À moins d'un mois du budget provincial, les organismes promettent de talonner le gouvernement. Marc Baudouin nous présente une loterie qui fait du bien au profit de la Fondation Action Santé de la Matapédia. La 6e édition de la loterie qui fait du bien est lancée par l'Association du cancer de l'Est du Québec. Pour en discuter, je suis avec Diane Arbour, qui est la directrice générale de la Fondation Action Santé de la Matapédia. Bonjour Diane! Bonjour Marc! Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Content de te revoir. Oui, ça faisait un petit bout, là. Hein? Ça faisait un petit bout, là. Je t'ai négligé. Oui, mais c'est pour une bonne cause, c'est pour prendre soin de toi. C'est en plein ça. On est content de te revoir en pleine forme. Merci beaucoup. Et avec le sourire. Oui, toujours. Fait que là, on parle de la loterie qui fait du bien. Oui. Ça fait déjà quand même plusieurs années que vous êtes associé avec la Fondation du cancer de l'Est du Québec. Oui, la Fondation, je pense que c'est sa 4e année qu'elle participe en tant que fondation pour la SEC. C'est quoi, au juste, votre participation là, dans cette loterie-là? C'est que la loterie qui fait du bien offre à les partenaires, les fondations dans le Bas-Saint-Laurent ou la Gaspésie de joindre l'Association du cancer afin de vendre des billets. Et une partie de ces billets-là revient directement à notre fondation pour qu'on remette directement dans notre service d'oncologie pour s'assurer des soins et des services qui vont continuer dans ce département-là. Donc, ça veut dire que les billets qui sont vendus dans la Matapédia, l'argent reste en dans plein la Matapédia. En plein ça. C'est 50 des ventes sur notre territoire qui demeurent dans notre département d'oncologie. Et c'est quoi l'objectif cette année? Bien, on met toujours la barre haute, mais l'objectif, au départ, c'est que nous autres, la Fondation, il faut qu'on vende 20 livrets au départ. Et il y a des livrets à vendre chez Métro et chez Home Hardware à Québec. Fait que quand la Fondation a atteint son objectif de 20 livrets, à ce moment-là, elle a 50 des ventes de ces deux partenaires sur son territoire. OK. Donc, c'est toujours intéressant. Fait qu'on encourage les gens à acheter des billets partout, là, peu importe où. Il faut en acheter. Mais c'est plus intéressant de savoir que les billets qu'on achète chez nous, l'argent reste chez nous, investi chez nous. Oui, effectivement. C'est ça qui est important. Oui. Et l'argent va être utilisé, tu disais, pour le service d'oncologie? Service d'oncologie. L'année passée, je te dirais qu'avec la vente des billets qu'on a eu sur le territoire, il y a eu un montant de 4 800 $ que la SEC nous a remis. OK. Alors, cet argent-là, elle va être redistribué dans le département d'oncologie.
À titre d'information, on a un projet, la Fondation a le statut sur un projet, c'est d'offrir aux usagers d'oncologie de l'an passé des services de drainage lymphatique. Donc, il n'y a pas de massothérapeute avec une formation en drainage lymphatique ici dans la Matapédia. Okay. On a dû aller vers une dame de Montjoly. On est en train de monter le projet ensemble. Donc, cette dame-là va venir faire des massages lymphatiques à l'hôpital. Ça va être tout géré. Là, les personnes qui vont être admissibles vont être appelées. Donc, ça va être au printemps là, que le projet se met en place. Donc, cet argent-là va servir justement à offrir ce service-là. Puis, ils vont apprécier. Oui, fait que là, ça vaut la peine que les gens achètent des billets. Oui, c'est important parce que on l'a tous. Là, tu parlais du métro puis du home hardware, mais c'est possible d'acheter les billets directement à la Fondation? Oui, là, c'est sûr que présentement, on n'a pas de kiosque sur place. Okay. On appelle directement à l'hôpital au poste 629-2211, poste 23100. Ou à mon cellulaire, parce que je l'utilise beaucoup dans mon travail, 631-7013. À ce moment-là, ce qui est facile, on est rendu maintenant avec des ventes sans contact. Alors, avec le virement Interac, je remplis le billet, j'envoie une photo par Messenger, virement Interac, vous payez votre billet, tout est fait. Fait que dans le confort du foyer, qu'il soit à 10h, 11h le soir, oui. On ne peut pas s'en passer. Il n'y a plus de raison, là. Non, il n'y a pas de... Non. On peut l'acheter à n'importe quelle heure du jour de la nuit, fait qu'on n'a pas de raison de dire « j'ai pas eu le temps ». Puis d'ici 15 jours, il va y avoir des bénévoles qui vont être au marché Richelieu, à la coopérative, là, jeudi, vendredi. Là, les dates ne sont pas sorties encore. Et aussi, d'ici le prochain mois, il va y avoir des bénévoles qu'on va être directement à l'hôpital, au rez-de-chaussée, près de l'ascenseur. On aime bien avoir une visibilité là aussi. Mais je n'ai pas de date à me donner, fait que... Selon la disponibilité des bénévoles. Tout à fait. Et puis, une autre raison d'acheter un billet, il y a des beaux prix à gagner. Ah, tu vas m'en parler? Oui, il faut que j'aille les chercher parce qu'ils ont pris le bar. Oui, il y a des beaux prix. Voilà son revenu. Savais-tu, Marc, que l'an passé, sur les 13 prix qu'il y avait, on a eu 4 gagnants dans la Matapédia ici. Wow. Donc, plus il y a de billets de vendus, plus il y a de chances de gagner. Et la nouveauté... Avant que tu me dises les prix. Oui. Cette année, les billets sont 2 $ de plus. OK. Ils sont 12 $ au lieu de 10. Mais par contre, tu peux en acheter 5 pour 55 ou 10, un livret complet pour 100. OK. Puis des beaux prix à gagner. Puis, il ne faut pas oublier que c'est pour une bonne cause. Oui, effectivement. Bien, merci Diane. Fait qu'on encourage les gens à acheter des billets en grand nombre. Oui. Puis pour nous, vu que l'argent reste pour nous ici dans la Matapédia, c'est vraiment une bonne chose. C'est très important. Très important. Pendant qu'on a justement un service d'oncologie. Quand on n'a pas de besoin, on ne s'en rend pas compte, mais quand on a de besoin, on est content d'avoir un service à proximité qui nous donne des soins puis un service de qualité. De qualité, exactement. C'est en plein ça. C'est quand on le perd ou quand on l'a pas, c'est là qu'on... C'est en plein ça. On panique un peu, mais là, on a la chance d'en avoir un. Bien, garde, entretenons-le. Merci, Marc. Merci. Alors, n'hésitez pas à acheter vos billets à la loterie qui fait du bien auprès de la Fondation Action Santé de la Matapédia et dans les différents points de vente. Et puis, pour connaître tous les détails sur les prix, sur les points de vente, vous pouvez consulter le site Internet aceq.org. Vous pouvez également consulter la page Facebook de l'Association du cancer de l'Est du Québec et ainsi de la Fondation Action Santé de la Matapédia. Daniel Yvon de CTRB s'est rendu à l'école Pierre de Lestage, où le défi Génie inventif de cette année avait pour thème « Fait de l'air ». La semaine dernière, le génie inventif était à l'honneur à l'école secondaire Pierre de Lestage à Berthierville. Cette compétition, cette année, avait pour titre « Fait de l'air ». Elle s'adressait aux étudiants de niveau secondaire 2 à secondaire 5. En participant au défi « Fait de l'air », les étudiants du secondaire, de façon individuelle ou en équipe, étaient invités à concevoir un prototype qui utilise le vent pour franchir une distance. On parle de 4 mètres et atteindre une cible. À Pierre de Lestage, c'est presque 50 équipes différentes qui ont relevé le défi. Un pointage était attribué si le véhicule atteignait ou non la cible.
Nous vous présentons maintenant une courte entrevue avec Daniel Auclair, le directeur par intérim de l'école Pierre de Lestage. Et par la suite, nous rencontrons Valérie et Marilyn de Technosciences, un organisme qui a supporté les professeurs dans cette belle aventure. À la fin de la journée, les gagnants par niveau ont été dévoilés. Bref, on vous invite à une incursion dans une école qui a le vent dans les voiles. Aujourd'hui, c'est le défi génie inventif. C'est important pour vous, pour les jeunes, de participer à ça. Ça crée une créativité, des interactions. Oui, tout à fait. Nos élèves ici ont vraiment la chance d'avoir des membres du personnel qui sont impliqués et qui sont très créatifs. Donc, quand je suis arrivé en janvier et qu'on m'a parlé de ce défi-là, bien, c'est sûr et certain que ça m'a fait chaud au cœur de voir qu'on participe et qu'on fait vraiment avancer les élèves dans ce type d'activité-là. Donc, aujourd'hui, c'est une belle réalisation. Ils ont passé l'avant-midi à se préparer, puis là, ça va être la compétition. Donc, on est très hâte de ça. Je vois votre petit ruban vert, persévérance scolaire. Est-ce que vous pensez que c'est des moyens d'assurer la persévérance scolaire, d'encourager les jeunes? Bien, tout à fait. À partir du moment où un enfant se projette dans l'avenir puis regarde des choses qui peuvent lui mener plus tard pour sa carrière ou qui vient lui chercher des choses qui fait en sorte qu'à l'école, il s'implique davantage, bien, la persévérance scolaire, c'est tous les jours. Donc, c'est tous les petits éléments qu'on peut ajouter un à l'autre qui permettent, dans le fond, de finir son année scolaire et de poursuivre ses études. Qu'on vous laisse, puis on va assister à la fin de la compétition. Parfait, merci. Je suis en compagnie de Valérie et Marilyn de Technosciences. C'est vous qui avez accompagné l'école ici pour préparer cette compétition-là. Oui. C'est quoi votre mandat exactement? En fait, nous, notre mandat, j'ai accompagné Mme Chapados dans l'organisation de sa finale, en fait, avec ses élèves. Moi, mon but, c'est de faciliter sa tâche, donc de lui emmener les outils nécessaires. On a fait le print matériel, donc les ventilateurs, les goujons qui servent de cible aussi. Puis, en fait, quand Joël a des questions là, par rapport soit à la construction des prototypes ou avec les règlements, elle se réfère à moi, puis je peux lui répondre. Je sais que c'est commandité par l'ETS, l'École de technologie supérieure. Est-ce que vous pensez que ça peut amener des carrières scientifiques, des carrières d'ingénieurs, essayer ça? Oui, mais en fait, nous, c'est notre objectif. Donc, c'est le but de faire un programme comme ça. C'est pas pour rien que l'ETS a voulu s'associer avec nous. Donc, pour eux, ils voient le potentiel. Nous, en fait, notre mission, c'est juste de créer une petite étincelle dans la tête des jeunes pour dire, regardez, c'est quoi l'ingénierie? C'est ça, l'ingénierie. On est capable de faire des métiers avec ça. Donc, c'est de donner un intérêt aux jeunes. OK. Juste rapidement, là, vous avez vu la deuxième manche. Comment vous avez trouvé ça? Vous êtes fiers des gens de Berthique? Oui, bien sûr. Ils se sont super bien débrouillés. Donc, j'ai hâte de voir lesquels qui vont venir participer à notre finale au mois de mai. Bien, c'est ça que je voulais venir. Parce que là, il y a une finale par la suite. Chaque école, c'est régional puis provincial. Comment ça fonctionne? Nous, en fait, au mois de mai, on organise la finale régionale. Donc, tous les écoles de la Mauricie, Centre du Québec et la Commission scolaire des Samars, les meilleurs de chaque école viennent participer à ma finale à moi qui est au mois de mai. Puis par la suite, à la finale que j'organise, les meilleurs de ceux-là vont représenter notre région à la finale québécoise qui a lieu à la fin du mois de mai. Donc c'est vraiment, on devrait sortir la crème de la crème. Exactement. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour l'entrevue. C'est bien intéressant à dire. Merci. C'était l'événement Feu et Flocon le 25 février dernier à Vaudreuil-Dorion et l'équipe de C'est sur la télé était sur place. L'événement Feu et Flocon a brillé de tous ses feux le 25 février dernier à Vaudreuil-Dorion. Mais bonsoir Vincent! Bonsoir! Alors on est ici pour Feu et Flocon, ici à la place Valois, au Parc Valois. Et qu'est-ce qui nous attend ce soir de spécial pour cette édition, tout simplement, de Feu et Flocon? Oui, on est vraiment contents pour cette nouvelle édition-là. Un magnifique site sur place. Beaucoup de nouveautés cette année. Donc, on a changé un format de scène.
On est rendu avec un mix boss. On a M. Pirouaille qui est avec nous ce soir. Évidemment, on a notre traditionnel chocolat chaud au café pour les citoyens. Je pense que ce soir, ça va être de mise. Mais je vois que les gens sont vraiment bien habillés. Fait qu'on va avoir une magnifique soirée. On a une glissade hivernale cette année qui est éclairée, qui est une grande nouveauté. On a des jeux lumineux aussi. On a des effets pyrotechniques qui sont nouveaux aussi cette année. On a vraiment décidé de pousser au maximum la formule feu de Feu et Flocons. Amusons-nous! Amusons-nous, puis surtout bougeons. Puis je suis vraiment content de voir que les citoyens se sont déplacés en grand nombre malgré la température. Du toit d'un autobus scolaire, les DJ Monsieur PY et Adrien Dosti ont enflammé la foule qui s'est déplacée au Parc Valois. Bien, bonjour Pierre-Yves Laure. Allô Natacha, comment ça va? Ah, ça va très bien. On a très hâte de t'entendre ce soir. On te connaît pas mal comme animateur, l'animateur de télévision, mais comme DJ, c'est peut-être plus nouveau de te découvrir, en tout cas. Ben, tant mieux, parce que ça fait partie de moi. En fait, j'ai toujours aimé la musique, puis c'est la musique qui m'a amené à faire ce métier-là, tu sais. Puis sinon, ben, c'est ça, c'est une première pour moi ici au Parc Valois. Super belle maison ancestrale, puis il y a de la place pour une couple de milliers de personnes. Fait que on va pas niaiser, là. On vient pas ici pour rester dans notre coin puis regarder à terre. On va vous brasser. Adrien Tosti, je suis encore en recherche de nom d'artiste. Je ne pas encore trouvé. Fait que pour l'instant, c'est Adrien Tosti. Moi, ce que j'aime bien faire vivre, c'est en fait, oui, du boom-boom puis ça déménage, mais un mix un peu au travers des années. Fait qu'autant aller rechercher des vieilles chansons, plus du disco, plus des tunes de l'autre époque, mais avec un mélange aussi de house puis de chansons plus actuelles, puis des chansons qui brassent, puis des chansons qui font lever le party. C'est tout pour le Bulletin des régions cette semaine. On espère que ça vous a plu. Merci à toutes les télévisions participantes et à la prochaine.